Bonjour à tous. Donc dans cette deuxième partie du cours sur les méthodes de DDFV, donc DDFV c'est Discrete Duality Finite Volume, je vais vous faire découvrir cette méthode volume fini un peu sophistiquée. Je vais vous montrer comment cette méthode va pouvoir s'appliquer à une large gamme de problèmes, en particulier des problèmes elliptiques non linéaires. Pour commencer, on va se concentrer sur un problème linéaire, qui est un problème qui sera une équation de Darcy, de la forme moins divergence de k gradu égale à f. K ici sera une matrice qui pourra éventuellement dépendre de l'espace. Et ce que je vais chercher à faire, c'est à approcher les solutions de cette équation sur des maillages qui peuvent être assez généraux, des maillages qui peuvent être localement raffinés, des maillages qui peuvent être très tordus comme le maillage du milieu, là où vous voyez j'ai fait une translation des sommets un peu brutale au milieu du domaine, ou encore des maillages qui sont localement, qui ressemblent en fait qui laissent suggérer la présence d'une faille ici, ou une faille que j'ai raffinée beaucoup plus finement. Ces maillages en fait sont des maillages qui ont été utilisés dans le benchmark 2D qu'on a lancé en 2008 pour évaluer toutes les méthodes qui ont été développées dans la fin des années 90. Donc on a comparé toutes ces méthodes et donc on a créé des maillages un peu tordus et les différents schémas ont été testés là-dessus. Je vous montrerai quelques résultats de ce benchmark tout à l'heure. Ok, donc reprenons le principe volume fini. J'ai mon équation de Darcy, j'ai mon maillage que je vais dorénavant appeler mon maillage primal, donc c'est le maillage d'origine. Donc c'est une collection de volumes de contrôle auquel j'associe un centre de maille sur lequel je ne ferai plus aucune hypothèse. Donc à chaque volume de contrôle, je vais associer un point xk. Et donc le principe des volumes finis, c'est de commencer par intégrer l'équation sur chacune des mailles et de ramener l'intégrale sur la maille de la divergence à une intégrale sur chacune des arêtes, du coup ici de k gradu scalaire n. Et ce que l'on va chercher à faire, c'est approcher les flux intégrales sur sigma de k gradu sur k gradu scalaire n. Donc maintenant, je n'ai plus la condition d'orthogonalité, j'ai une matrice K qui est potentiellement pleine. Donc vous voyez que ce dont on va avoir besoin, c'est d'être capable d'approcher tout le gradient de U au voisinage de des arêtes du maillage et des volumes de contrôle K. Donc l'idée, c'est qu'on a vu précédemment qu'on est capable d'approcher le gradient dans une direction qui est la direction TOKL, qui est la direction entre les centres XK et XL. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que du coup, on pouvait essayer d'approcher le gradient dans une deuxième direction complémentaire, et la direction complémentaire naturelle, c'est la direction de l'arête sigma, dont les sommets sont notés XA et XP. Je vais les noter tau AB, cette direction de l'arête. Donc, je veux approcher le gradient dans cette nouvelle direction. Du coup, je vais avoir besoin de rajouter des inconnus et rajouter des inconnus à ces sommets de mon maillage. Le principe de la méthode DDFV, c'est se dire que en fait, les sommets de mon maillage peuvent être vus comme les centres de nouvelles mailles que je vais appeler mailles duales. Donc, je vais commencer par vous donner des précisions sur la construction de ces mailles vertes qui sont les mailles diamants et mailles duales, et ensuite on verra comment à partir de là on va pouvoir construire notre maillage. Donc si vous avez bien entendu, je vous ai parlé de maillage primal,
Donc maillage primal, c'était notre maillage initial. Je vous ai parlé de maillage dual. Donc à chaque fois que vous verrez des étoiles, ça fera référence au maillage dual. Et je vous ai parlé de maillage diamant. Donc ici, ça sera le maillage en rouge. Donc en fait, mes inconnus vont vivre sur les mailles primales et duales. Et on va définir un gradient à valeur sur ces mailles diamant. On commence à sentir un petit peu cette notion de dualité arriver. On va avoir des opérateurs qui vont aller de ces maillages primal-dual dans les maillages, dans le maillage diamant. Donc en fait, mon opérateur gradient va être un opérateur qui va aller du maillage primal-dual vers les maillages diamants, et je vais vous définir un opérateur divergence discrète qui lui va au contraire partir des diamants et aboutir dans ces maillages primal-dual. Alors comment on construit ces maillages-là? Il y a plusieurs façons de voir les choses, et j'ai opté pour le fait de partir de la construction des cellules diamants. Donc je suppose que j'ai mon maillage primal. Donc qu'est-ce que ça signifie avoir mon maillage primal? Ça veut dire connaître tous les sommets de mon maillage, connaître les arêtes du maillage du coup, et connaître les coordonnées de mes centres de mailles. Donc étant donné une arête de mon maillage primal, une arête intérieure est entièrement caractérisée. On a vu que les informations dont on avait besoin pour assembler le schéma VF4, c'était pour une arête donnée de connaître les numéros de ces deux sommets et connaître le numéro des deux centres qui bordaient cette arête-là. Un diamant, c'est en fait associé à une arête. Donc pour moi, la cellule diamant, ça ne sera rien d'autre que le volume dont les sommets sont XK, XA, XB et XL. Associé à cette cellule-là, je peux introduire un point que je vais appeler XD pour le centre de mon diamant. Ce centre de mon diamant, je vais juste lui imposer la contrainte d'être sur le segment XK, XA, XB. On pourrait très bien choisir autrement, mais du coup la construction des mailles primales serait différente. On obtiendrait un nouveau maillage primal qui serait différent de celui dont on est parti au départ, donc ce n'est pas forcément naturel. Maintenant, si je prends n'importe quel point du segment XA, XB, ma construction va redonner les mailles primales dont on est parti. Donc il y a plusieurs choix possibles. J'ai dit qu'on peut prendre n'importe lesquels, mais il y a des choix privilégiés. Il y a deux choix privilégiés en fait. Quand on prend l'intersection entre le segment XK, XL et le segment XA, XB, on appelle cette stratégie la stratégie des DFV classique. Et puis il y a une autre stratégie qui est plutôt appelée stratégie barycentrique, qui consiste à passer par le centre de l'arête XA, XB. Donc deux stratégies, on peut osciller entre les deux. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Une fois que j'ai défini ce centre XD dans ma cellule verte, en fait, je vois que je peux découper ma cellule verte en 4 triangles. Des 4 triangles qui ont tous comme sommet commun ce centre XD et qui ont pour autre sommet soit XK, soit XL, soit XA, soit XB. Et du coup, je vois que mon diamant, donc c'est l'union de ces deux triangles. Et si je regarde par contre l'intersection de ma maille K avec le diamant, je vois que ça sera l'union de deux triangles, les deux triangles qui ont un sommet commun qui est le centre XK. Donc le dessin qui est là répertorie un petit peu toutes les notations dont on va avoir besoin dans le cours. Notez ici ce grand N K sigma. Grand N K sigma, c'est un vecteur qui est proportionnel à la normale unitaire sortante à cette arête sigma, et c'est pondéré par la taille de l'arête sigma qui est là. Ensuite,
j'aurais dû introduire aussi la notion de NA sigma étoile, qui va être l'équivalent de ce NK sigma, mais pour ce qui sera ma maille duale tout à l'heure. Et puis on retrouve des notations classiques. La distance ici entre xk et xl, je l'appellerai mesure de sigma k étoile. La distance ici, quand je suis sur le bord d'un domaine entre deux cellules primales du bord, ça je vais l'appeler x m sigma a, et c'est associé à un sommet xa. Donc ensuite, j'ai un ensemble de diamants. Cet ensemble de diamants, je vais l'appeler grand D, ronde. Je peux décomposer cet ensemble de diamants en deux poules de diamants. Des diamants qui touchent le bord, ce sera les diamants extérieurs, et des diamants qui ne touchent pas le bord, ce sera les diamants intérieurs. Et pour un volume de contrôle, je noterai D indice C, l'ensemble des diamants qui intersectent mon volume de contrôle C. Ok, donc maintenant qu'on a défini ces cellules diamants, qu'on les a décomposées en 2 ou 4 petits triangles, donc ce que je remarque, c'est que je peux reconstituer mes volumes primals, donc mes volumes de mon maillage initial, à l'aide de ces petits triangles. Un volume primal, ça sera l'union sur tous les diamants qui intersectent le volume K, des deux triangles donc dont le sommet est xk. Et du coup, la façon dont je vais définir mes cellules duales va être analogue. Mes cellules duales, ça va être l'union des triangles des diamants dont les sommets sont xa pour les diamants qui intersectent la maille duale. Alors l'écriture, elle est un peu plus complexe parce qu'il y a des parties qui viennent des diamants du bord. Okay. Donc maintenant, j'ai 3 maillages. Je vais pouvoir définir des inconnus associés à ces 3 maillages. Donc ce que je vais appeler UM, ça va être mes inconnus qui vont vivre sur mes mailles duales. Donc à chaque volume de contrôle K de mon maillage primal, je vais associer une inconnue UK. Je vais noter U partial M des inconnus potentiels dont je peux avoir besoin si j'ai des conditions aux limites autres que du Dirichlet homogène. Donc ça va être des inconnus fictifs potentiellement que je rajoute sur les arêtes du bord de mon domaine. Ensuite, je vais appeler U, M étoile l'ensemble des inconnus que j'associe aux mailles primales qui sont intérieurs, dont les sommets sont intérieurs à mon domaine. Et je vais appeler U partial M étoile un ensemble d'inconnus qui seront associés aux mailles duales dont les sommets sont sur le bord de oméga. Donc classiquement, quand je fais du Dirichlet, quand je traite des conditions de Dirichlet homogènes ou non homogènes, mes vrais inconnus, je vais seulement considérer les inconnus qui sont dans UM et dans UM étoile. Je vais prescrire en dur la valeur des inconnus sur le bord des M ou des M étoiles. Je vais utiliser la solution exacte, la valeur la solution exacte en les centres pour tenir compte de la condition de Dirichlet. Donc en fait, pour des conditions de Dirichlet et Dirichlet homogène, mon vecteur inconnu, ça sera simplement un UM et un UM étoile. Il y a d'autres possibilités. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle en général des conditions de Dirichlet fortes. On peut faire autre chose. On peut faire ce qu'on appelle des conditions de Dirichlet faibles, qui consistent à remarquer que associé aux inconnus duales du bord, j'ai un volume. Donc si j'ai un volume, je peux aussi intégrer mon équation sur ce volume-là. Et on verra que quand on regardera des conditions de type Robin, on doit intégrer sur ces volumes-là. Donc du coup, l'inconnu n'est plus UM étoile, mais aussi des inconnus sur le bord des M étoiles.
Et puis, pour des conditions plus complexes, on peut aussi avoir besoin de garder des inconnus sur les arêtes du maillage primal, donc sur une inconnue en UDM. Ok. Donc maintenant qu'on a défini nos inconnus, on va pouvoir définir nos opérateurs discrets. Le premier opérateur discret, ça va être un opérateur de type gradient. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'opérateur de type gradient, il va agir sur des vecteurs qui vont vivre. Alors attention, hein, ça va vivre ça va partir de Rm union Dm union M étoile union Dm étoile. J'ai besoin de garder une trace de mes conditions de Dirichlet. Donc même si ça ne fait pas partie de mes vrais inconnus, j'en tiens compte pour construire mon gradient discret. Donc l'opérateur gradient discret, ça va partir des inconnus et ça va arriver sur mes cellules diamants. Je vais construire un vecteur qui va être constant par diamant. Et comment je vais construire ce vecteur-là? Je vais le construire en disant que je veux trouver un vecteur de R2 tel que dans la direction XKXL, ça vaut UL moins UK. Et dans la direction XA moins XB, ça vaut UA moins UB. Alors c'est un petit calcul assez simple de géométrie, de voir qu'il y a un et un seul vecteur qui vérifie ça. Et son expression est donnée par la formule suivante. Je vous ai écrit la formule dans le cas d'un diamant intérieur. Donc cette formule, c'est 1 sur 2 fois la mesure du gradient. UL moins UK que multiplie la normale grand NKL, donc c'est normale unitaire sortante multipliée par la mesure de l'arête, et puis UL étoile plus UL étoile moins UK étoile NAB. Donc voilà l'opérateur gradient avec lequel on va travailler. Associé à cet opérateur gradient, on va définir un opérateur divergence discrète, donc qui elle va partir des cellules diamants et qui va arriver dans mes cellules maillage primal, maillage dual. Donc ici, je n'ai pas besoin de définir en fait la divergence pour les cellules qui sont sur le bord du domaine. Donc c'est pour ça que j'arrive dans Rm union M étoile. Et en fait, ce que je vais appeler divergence K de sigma, ça va être simplement 1 sur mesure de K, somme sur tous les diamants, sigma sur les diamants que multiplie la normale NK sigma. En fait, c'est juste l'extension de la divergence qu'on avait définie en volume fini précédemment. C'est la divergence naturelle associée au volume fini. Mais on a une expression symétrique pour les mailles duales. Donc on définit pour chaque A dans M étoile une divergence A de Xidé. Alors pour étudier ces opérateurs, j'ai besoin de définir des nouvelles normes et des outils fonctionnels. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir un produit scalaire sur l'espace des inconnus. Donc je vais définir le produit scalaire entre deux inconnus UTO et VTO, et je vais simplement prendre la demi-somme du produit scalaire en gros de UM et VM et de UM étoile et VM étoile. Et associé à ce produit scalaire, j'associe une norme que je vais appeler la norme L de discrète, qui sera la racine carrée donc, du produit scalaire UTO-UTO. Je peux aussi définir un produit scalaire sur mes mailles diamants. Ce produit scalaire sur les mailles diamants est assez naturel. Je prends la somme sur tous les diamants, des mesures de diamants, produit scalaire entre les valeurs de Xidé et état D sur chacun des diamants, et je lui associe une norme qui est la racine carrée du produit scalaire entre Xidé et Xidé. Associé à ce produit scalaire sur les diamants, je peux définir ce que je vais appeler la norme H1 discrète. La norme H1 discrète associée à mon inconnu UTO, ça ne sera rien d'autre que la norme sur le diamant du gradient discret de ma solution discrète. Alors maintenant qu'on a ces outils, on va démontrer la propriété qui finalement a donné le nom
à cette méthode. Donc cette méthode, on a dit que ça s'appelait Discrete Duality Finite Volume, mais ça s'appelle comme ça parce qu'on a une propriété de dualité discrète où on a une formulation de Stokes qui nous dit que si je prends le produit scalaire, donc le produit scalaire que je viens de vous définir, d'une divergence discrète que multiplie un vecteur, une inconnue veto, ben ça c'est rien d'autre que moins le produit scalaire sur les diamants d'oxydé avec le gradient de ce veto. Attention, il y a une faute de frappe ici. Ça devrait être un V là ou un U là, plutôt un U là. Alors comment est-ce qu'on montre ça? On part de la formulation de l'expression du produit scalaire sur taux. Donc on a dit que c'était la demi-somme des deux produits scalaires, donc un demi de mesure de K divergence K de xi UK, plus un demi de somme sur les mailles duales de mesure de A divergence A de xi UA. Et on va utiliser la même stratégie que celle qu'on a utilisée pour VF4. On va réordonner cette sommation par diamant, et en réordonnant cette sommation par diamant, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on peut mettre xd en facteur, et en facteur de quelque chose qui ressemble beaucoup à notre gradient de U, et qui n'est rien d'autre que deux mesures de diamant, gradient de U, et c'est comme ça qu'on démontre cette propriété de dualité discrète. Donc la propriété de dualité discrète, c'est juste notre intégration par partie discrète qu'on faisait à tour de bras pour le schéma VF4 et qu'on va refaire à tour de bras pour notre schéma des DFV. Alors, qui dit nouvelle norme dit nouveau besoin d'une inégalité de points carrés discrète. Ben, on peut la montrer. C'est une adaptation de la démonstration que je vous ai faite dans le premier cours. Donc si je suppose que sur le bord de mon domaine, U s'annule, donc si UDM est égal à 0 et si UDM étoile est égal à 0, je peux montrer qu'il existe une constante qui va dépendre du diamètre de mon domaine oméga, qui va dépendre de certaines constantes géométriques de mon maillage que j'ai appelé règle du maillage. On verra plus tard dans d'autres slides qu'est-ce qu'il y a caché dans ce règle de taux. Et donc qu'il existe une constante qui dépend de tout ça, telle que la norme L2 discrète est plus petit qu'une constante fois la norme H1 discrète. Alors voici l'expression de règle de taux. Règle de taux, ici c'est pas un R, c'est règle de taux n. Donc vous voyez, ça prend en compte les variations, ce qu'il peut y avoir entre le diamètre d'une maille diamant et la racine carrée de son volume, le diamètre des cellules primales et duales et la racine carrée de leur volume. Donc, ce qu'on avait au niveau des propriétés pour le schéma VF4, on avait énoncé un lemme de compacité. On a la même chose ici. On peut démontrer que si on prend une famille de maillages taux M dont la taille tend vers 0, est telle que ces constantes de régularité, ces constantes géométriques restent bornées, alors si j'ai une suite U taux n qui est bornée uniformément, alors je peux montrer l'existence d'une fonction U dans H10 telle que, à sous-suite près, U taux n va converger vers U dans L2 et le gradient discret de U taux n va converger faiblement vers le gradient de U dans L2. Donc même style de propriété que pour le schéma VF4. Alors maintenant qu'on a ces opérateurs discrets, on va naturellement définir notre schéma des DFV. La formulation compacte du schéma des DFV, elle est toute simple. C'est simplement écrire moins divergence de K diam gradient discret de U taux égale à F taux. Ce que j'ai appelé K diam, c'est la projection de mon tenseur d'anisotropie au
au centre des mailles diamants. Alors si je regarde de façon un peu plus précise que signifie ce schéma-là, je peux le réécrire comme des sommations sur les diamants qui intersectent mes mailles. Donc pour les mailles primales, je vais écrire que moins 1 sur mesure de K somme sur les diamants de K de la matrice K d'anisotropie pris donc en ce centre de diamant, gradient discret défini sur le diamant, produit scalaire avec le nk sigma. Le nk sigma, c'est le nkl aussi, que je vous ai défini tout à l'heure. Et puis on a l'équivalent pour les mailles duales. Alors je reviendrai un petit peu précisément sur ce qui se passe sur les mailles duales, parce que ce que j'ai appelé sigma étoile, c'est l'intersection entre la maille duale associée à XA et la maille duale associée à XL. Et en fait, l'arête, ce n'est pas forcément juste un petit segment, mais ça peut être la somme des deux petits segments. Mais on verra qu'on a une formulation assez simple pour calculer ce grand N à sigma, même si l'arête est découpée en deux morceaux. Autre propriété sympathique, c'est qu'on a une formulation variationnelle de notre schéma. Notre schéma, il est équivalent à la formulation variationnelle suivante. Donc on cherche un UTO dans notre maille, un UTO dans R M union M étoile, tel que pour tous les vétos dans R M union M étoile, on est en gros le produit scalaire dans les diamants de K diam grade U, produit scalaire avec gradiam, égal au produit scalaire sur les mailles de F tau avec V tau. Donc on a une formulation variationnelle qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau théorique sur ce genre de schéma. Donc premier résultat important, c'est que ce schéma est bien posé. Ce schéma admet une et une seule solution, et en plus on a des estimations a priori sur la solution de ce schéma qui nous dit que la norme H1 discrète de la solution est plus petite qu'une constante fois la norme L2 discrète de F tau, qui est la projection de la source sur les maillages primales. La démonstration est très simple. Je vais prendre le produit scalaire de mon équation avec le produit scalaire sur les mailles, sur tau avec U tau, et je vais utiliser ma propriété de dualité discrète. Donc je sais que le produit scalaire de moins div tau K grade U avec U tau, c'est K grade U avec produit scalaire sur les diamants avec K grade U. J'utilise le fait que mon tenseur d'anisotropie est coercif, donc je peux minorer K sur chaque diamant par une constante que j'ai notée ici, underscore K, qui est strictement positif. Et ce que j'ai fait apparaître, c'est underscore K fois la norme de U dans H1 discrète. Donc la norme de U dans H1 discrète au carré, c'est plus petit qu'une constante que multiplie le produit scalaire de F tau avec U tau. J'utilise un Cauchy-Schwarz qui me dit que ça va être majoré par la norme L2 discrète de F tau que multiplie la norme L2 discrète de U tau. J'utilise Poincaré pour majorer la norme L2 discrète de U tau par la norme H1 discrète, et j'obtiens mon estimation a priori sur la solution. Et vous voyez que si F tau égale à 0, alors U tau est égal à 0 en norme H1 discrète, et ça va nous dire que U tau est la norme L2 discrète de U tau est égale à 0, et donc U tau est bien égal à 0. Donc on a montré d'un seul coup que le schéma était bien posé et vérifie ces estimations a priori. Alors pour le schéma VF4, on avait établi des estimations d'erreur. On peut à nouveau établir des estimations d'erreur pour ce schéma des DFV. La stratégie va être identique à celle qu'on a utilisée pour le schéma VF4.
Donc pour cela, on va définir un vecteur que je vais appeler U-Bartho, qui va être, que je peux voir comme la projection de ma solution exacte sur mon maillage. Donc ce U-Bartho, ça va être un couple formé par deux vecteurs qui va être les U de xk pour tous les cas dans le maillage primal, les U de xa pour tous les A dans le maillage dual. Et une fois que j'ai ce vecteur U-Bartho, je peux créer un vecteur erreur qui est simplement la différence entre ce U-Bartho et le UTO qui est la solution de mon schéma numérique. Ce qu'on est capable de montrer, c'est que si la solution exacte de notre problème est de régularité H2, alors il existe une constante qui dépend des propriétés de régularité du maillage, donc qui dépend de recto, telle que la norme H1 discrète de l'erreur est majorée par une constante fois la taille de mon maillage. Donc j'en ai une erreur d'ordre 1 en norme H1 discrète. Alors les références là ont sauté visiblement. Ce résultat a été montré pour la première fois par Domelevo et Omnes, donc pour le Laplacien, et avec Boris Andreyanov et Franck Boyer, on a étendu ces résultats pour des opérateurs plus généraux, pour des opérateurs non linéaires, des diffusions non linéaires dont je vous parlerai tout à l'heure, et en particulier qui prennent en compte le cas anisotropique. Alors comment ça marche ? La première chose que l'on avait fait pour le schéma VF4, c'était montrer que l'erreur satisfaisait notre schéma pour une terme source qui faisait intervenir les erreurs de consistance. On fait la même chose ici. On va réécrire le fait que notre erreur ETO va vérifier le schéma. Là, vous retrouvez ici la partie AU ou AE de notre schéma avec des termes sources f tilde k et f tilde a qui sont définis à partir des erreurs de consistance que je vais appeler RA sigma ou RA sigma étoile. Alors qu'est-ce que j'ai caché dans ces erreurs de consistance ? Le RK sigma, ça va être simplement la différence entre l'approximation de mon gradient, donc K grade E tau scalaire nk sigma, et le flux exact qui est l'intégrale sur sigma de K gradu scalaire petit nk sigma. Puis pour le RA sigma étoile, c'est équivalent, sauf que c'est un sigma étoile ici. Donc notre erreur satisfait le schéma avec un second membre qui s'exprime à l'aide des erreurs de consistance. Alors, associé à ces erreurs de consistance, je vais me focaliser sur un diamant. Donc sur un diamant, j'ai introduit en fait deux erreurs de consistance, celle associée au couple KL et celle associée au couple AB. Elles sont telles que si je regarde l'erreur RK sigma, c'est moins l'erreur RL sigma, et puis pareil pour les mailles duales. Okay. Et en fait, ce que je vais vous définir, c'est un vecteur erreur de consistance. Donc, ces erreurs RK sigma et Rn sigma, c'est en gros des erreurs de consistance dans une direction. Et ce que je veux vous définir, c'est un vecteur RD qui est tel que, dans la direction XK-XL, RD produit scalaire avec grand NK sigma, c'est le RK sigma que je viens de vous définir. Et puis pareil, dans la direction AB, dans la direction XA-XB, le RD produit scalaire avec N AB ou N A sigma, ça va être le R A sigma étoile. Okay. Un tel vecteur existe, c'est la même démonstration que ce qu'on peut utiliser pour construire notre gradient discret. Donc je suis capable de construire un vecteur de R2 qui vérifie ça. Et donc si, une fois que j'ai défini ce vecteur d'erreur de consistance sur les diamants, en fait je peux remarquer que j'ai une écriture compacte du schéma numérique satisfait par mon erreur. En fait, le schéma numérique associé à mon erreur, il va vérifier l'équation suivante, moins divergence discrète de K grade discret de l'erreur, égale à moins la divergence
de ce vecteur R, erreur de consistance qui est défini sur les diamants. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à avoir des estimations sur ce vecteur erreur de consistance. Ben ça, on est capable de le faire en utilisant des développements de Taylor. Et de la même façon que l'on avait montré que nos erreurs de consistance pour VF4 étaient majorées par une constante fois la taille du maillage fois la norme qu'on a ici, on avait appelé ce volume-là en fait en volume fini. En VF4, on avait appelé ça DKS. Donc ça, c'est notre DKS. Et finalement, cette erreur de consistance-là, elle ressemble beaucoup à ce qu'on avait en VF4. Donc, du coup, on a le même type d'estimation qui fait intervenir la norme H2 sur ce demi-diamant ici. Et là, ça va être un autre demi-diamant pour estimer l'erreur de consistance dans la direction de l'arête, dans la direction AB. Donc, des développements de Taylor pour obtenir ça. Et une fois qu'on a ça, ben on va utiliser nos estimations et nos propriétés de dualité discrète. Donc je prends le produit scalaire de mon équation avec Eto, je majore, du coup j'obtiens par dualité discrète, j'obtiens K grade discret de Eto, grade discret de Eto, que je peux minorer par coercivité de K par une constante fois la norme, le carré de la norme H1 discrète. Et puis je réécris que ça, c'est rien d'autre que moins la divergence de mon erreur de consistance, produit scalaire avec mon erreur Eto. Comme c'est moins une divergence produit scalaire avec un vecteur Eto, je peux réutiliser ma propriété de dualité discrète pour écrire que ça, c'est exactement mon vecteur erreur de consistance, produit scalaire cette fois-ci dans les diamants, avec mon gradient de Eto. Et du coup, je peux faire un Cauchy-Schwarz pour mon produit scalaire sur les diamants et faire sortir une norme de mes erreurs de consistance sur les diamants et la norme H1 discrète de l'erreur. Et donc en fait, ce que j'obtiens, c'est une estimation de mon erreur H1 discrète par l'erreur de consistance sur les diamants et les propriétés que l'on a obtenues sur les erreurs de consistance dans les directions KL et AB me donnent une estimation de cette norme des erreurs de consistance de façon globale. Si je ressomme, si je mets bout à bout tous ces termes-là, j'obtiens quelque chose qui est majoré par une constante fois la taille de mon maillage fois la norme de U dans H2. Donc, en remettant les choses bout à bout, j'obtiens bien l'estimation d'erreur que je vous ai annoncée. Alors, on a aussi un théorème de convergence. Si je prends une fonction f qui est dans L2, une famille de maillages dont la taille tend vers 0, mais dont les propriétés géométriques restent bornées, donc que le règle de Toen reste borné, alors je peux utiliser mon théorème de compacité pour montrer que la famille U tau n est uniformément bornée en norme H1 et du coup je peux extraire une sous-suite qui va converger fortement vers U dans L2 et qui va d'abord converger faiblement. Je pense qu'il y a une faute de frappe. Je pense que la convergence elle est faible sur le gradient. Ok. Donc maintenant qu'on a vu que notre schéma des DFV se comporte bien, j'aimerais vous convaincre que ça sera facile de programmer ce schéma des DFV. Donc je vous ai montré la dernière fois comment programmer le schéma VF4. Et je vais vous montrer quels sont les ingrédients supplémentaires dans la structure maillage qui va vous permettre d'implémenter le schéma des DFV. Donc un des exercices que je veux que vous fassiez, c'est que vous me programmiez le schéma des DFV, au moins pour l'équation de Laplace sur des maillages généraux pour des conditions de Dirichlet homogènes.
Donc rappelons un petit peu ce qu'on avait dans la structure maillage. Donc la structure maillage ou mèche, c'était une succession de tableaux. Donc on avait un tableau pour les coordonnées des centres, on avait un tableau pour les coordonnées des sommets, c'était verte, on avait des informations sur la taille de ces tableaux. On avait un tableau qui nous donnait les numéros des sommets des arêtes intérieures, les numéros des sommets des arêtes qui étaient sur le bord. On avait un tableau qui nous donnait les numéros des volumes qui bordaient chacune des arêtes, donc un tableau K-in et un tableau L-in, et pareil pour le bord. Et donc pour implémenter notre schéma VF4, on avait eu besoin d'informations géométriques qui étaient les informations sur les mesures de l'arête. Donc ici, mesure I et mesure B pour les arêtes intérieures et extérieures. Et on avait besoin aussi d'informations sur les distances entre les XK et XL ou les distances entre XK et le bord. Donc ça, c'était les informations dont on a eu besoin pour programmer le schéma VF4. Pour programmer le schéma DDFV, on va avoir besoin d'un peu plus d'informations. Vous avez vu que dans l'expression du gradient, intervenait c'est normal grand N KL, grand N AB, et ça on va en avoir besoin. On a vu aussi que dans l'expression du gradient, on avait besoin de intervenir la mesure du diamant. Donc en fait, on va rajouter, on va enrichir cette structure pour être capable de programmer facilement notre schéma DDFV. Donc allons-y, regardons ce qu'on a en plus. On a en plus donc XSI et XSB, ça c'est ce que j'ai appelé dans les slides précédents le centre du diamant. Donc c'est mes XD. Donc XSI c'est pour les diamants intérieurs et XSB c'est pour les diamants extérieurs. Ensuite, on avait aussi, pour définir nos diamants, j'avais défini mes 4 triangles qui décomposaient mon diamant intérieur. On stocke les mesures de chacun de ces quatre triangles. Alors la convention ici, c'est que ce qui est 0, c'est ce qui correspond à mon point XA. Ce qui est 1, c'est ce qui correspond à mon point XB. Donc ici, le M0 KSI, ça serait la mesure du triangle associé au diamant numéro I, qui est un diamant intérieur et qui a comme sommet le centre du diamant XK et XA, etc. Ici, vous voyez que vous avez la mesure de votre cellule diamant, et là, vous avez la même chose pour les diamants du bord. En particulier, toutes ces mesures-là vont nous permettre de facilement calculer les volumes des mailles primales et les volumes des mailles duales, et éventuellement même d'assembler un terme source grâce à ces quantités-là. Alors comme en fait on utilise très régulièrement, on a souvent besoin d'avoir accès au volume des mailles primales et des mailles duales, on les a mis en dur et on les précalcule automatiquement. Donc vol P c'est les volumes des mailles primales et vol D c'est les volumes des mailles duales. Ensuite, donc on a dit qu'on a dans l'expression du gradient discret intervenait ces grand N KL et grand N AB, ben vous les avez ici. Grand N KLI c'est pour les diamants intérieurs, grand N 0,1 c'est le grand N AB d'une arête intérieure, et vous avez la même chose pour les mailles duales. Et on a gardé au cas où l'expression des normales unitaires, ça peut parfois servir. Donc en fait, pour passer de la structure VF4 à la structure nécessaire pour implémenter un schéma DDFV, on a rajouté quelques lignes de code pour avoir plus d'informations géométriques sur notre maillage. Mais la structure de base est la même. Ok. Maintenant, quand on va vouloir implémenter la matrice de notre schéma, on va utiliser la même stratégie que pour le schéma VF4, et donc au lieu de faire un parcours par arête, là on a plutôt envie de dire qu'on va parcourir les cellules diamants et on va regarder quelles sont les contributions communes dans un diamant. Okay.
Donc, je regarde la contribution d'un diamant que j'appelle D et je regarde qu'est-ce qui est en lien avec D dans l'équation associée aux 4 volumes de contrôle qui intersectent ce diamant. Donc, j'ai une équation pour K, une équation pour L, une équation pour A et une équation pour B. Et dans cette équation pour K, cette équation pour L, ou cette équation pour A, ou cette équation pour B, je regarde qu'est-ce qui vient de mon diamant D. Si je regarde ce qui vient pour l'équation K, je vois que j'ai moins K grade U scalaire grand N KL. Donc si vous développez cette expression-là, vous voyez que vous avez un terme en facteur de UK moins UL et vous avez un terme en facteur de UA moins UB. Le coefficient de UK ou de moins UL, c'est rien d'autre que KNKL, produit scalaire avec NKL sur 2 mesures de D. Le coefficient de UA ou moins UB, c'est 1 sur 2 mesures du diamant, KNAB, produit scalaire avec NKL. Et puis je fais la même chose pour toutes les équations. Pour l'équation en L, on s'aperçoit qu'on obtient au signe près les mêmes termes. Et pour les équations en A et en B, qu'est-ce qui change? C'est qu'au lieu d'avoir ici un produit scalaire avec NKL, ici vous avez un produit scalaire avec NKL, un produit scalaire avec NKL, ici vous allez avoir la même chose mais avec un produit scalaire avec NAB. Et pareil, produit scalaire avec NAB là. D'accord? Donc en fait, vous voyez que les coefficients qui vont apparaître dans votre matrice, ils sont de 3 types différents. Les termes que j'ai mis en vert, les termes que j'ai mis en rouge et les termes que j'ai mis en bleu ciel. Ces termes-là, c'est juste les quantités K, NAB, NKL ou K, NAB, NAB ou K, N... je ne sais plus lequel il manque, bon, et le troisième. Donc, pour assembler votre matrice, vous calculez ces 3 termes-là. Et ensuite, vous créez vos listes et vous assemblez votre matrice. Donc, au lieu d'avoir 4 termes à rentrer pour un diamant intérieur, vous allez obtenir ici 4 termes par équation. Donc 4 fois 4, ça fait 16 termes pour un diamant intérieur. Donc il faut juste un peu plus de courage pour passer de l'implémentation de VF4 à l'implémentation du DDF. Ok. Alors maintenant que l'on sait que ce schéma a de bonnes propriétés, que l'on sait qu'on est capable de l'implémenter, je vais vous montrer, j'ai sélectionné juste 2 petits résultats pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est deux résultats qui sont extraits du benchmark qu'on avait organisé pour le congrès volume fini, la 5e édition du congrès volume fini. Et donc là, je vous ai montré une équation de Darcy avec une anisotropie qui est, somme toute, assez gentille. K, c'est la matrice 1,5, 0,5, 0,5, 1,5. On a calculé le terme source de telle sorte que la solution exacte soit polynomiale de degré 2, donc 16x à moins x, y à moins y. Et par contre, on a joué avec les maillages et les résultats que je vous présente là, c'est des résultats obtenus pour ces maillages très déformés. Alors ce qu'on observe, c'est qu'on a de l'ordre 2 malgré tout en norme L2 et on a de l'ordre 1,5 en norme H1, ce qui est très bien. Et sur ce type de maillage-là, on s'attendait à avoir des problèmes de principe du maximum discret. On pensait voir ce qu'on appelle des overshoots ou des undershoots, et il se trouve que sur ce problème-là, ça se comporte aussi bien en termes de principe du maximum. On n'a pas observé de soucis de ce côté-là, alors que l'on sait que le schéma DDV peut avoir des problèmes de ce côté-là. En fait, tous ces schémas-là peuvent avoir des problèmes pour satisfaire le principe du maximum discret. Alors je vous montre un deuxième exemple avec
une anisotropie un peu plus complexe. On l'a appelée rotating anisotropie. Donc vous avez une matrice de rotation K qui dépend de l'espace. En chaque point de votre domaine, vous changez l'anisotropie. On a pris une solution exacte qui était en produit de sinus. Et là, ce que je vous ai reporté, c'est la comparaison que l'on a fait entre toute une catégorie de maillages, les maillages qui avaient été comparés dans ce benchmark-là. Alors, ce n'est pas très facile de voir à quoi correspond quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que déjà le schéma des DAV que je vous ai proposé, qui est avec une construction de maille duale classique, c'est le schéma avec les points bleus, donc le schéma qui est ici. Le schéma qui est ici. Et ce que je vous ai sélectionné ici, c'est l'erreur sur le gradient. En fait, parmi tous les résultats que l'on a eus, ce qu'on a observé, c'est que ce schéma des DFV, il était vraiment très très bon pour approcher le gradient des solutions. C'était vraiment bien meilleur par rapport aux autres. Les autres schémas ont des propriétés, d'autres propriétés. Il n'y a pas le schéma magique quelque part, mais ce qu'on peut dire, c'est que la bonne propriété de notre schéma des DFV, c'est que c'est un bon moyen d'approcher les problèmes où quand on a besoin d'avoir des informations précises sur les gradients. Ok, donc j'aimerais continuer avec quelques extensions. Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration, mais je vais plutôt vous lister ce qu'on est capable de faire, et je vais aussi vous montrer comment utiliser ce schéma des DFV pour créer des algorithmes de Schwartz pour des problèmes anisotropes. Donc première extension, c'est ce qui nous a motivés à travailler sur des DFV avec Boris Andreyanov et Franck Boyer. Donc nous, on s'intéressait aux problèmes elliptiques non linéaires moins divergence de phi z grade U égale à f avec l'opérateur moins div de phi grade qui est un opérateur monotone coercif, un opérateur de type Lorentz-Lyons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que phi vérifie toutes les propriétés que je vous ai listées ici. Donc pour ce schéma-là, on peut naturellement étendre et utiliser nos opérateurs pour définir un schéma qui va simplement être obtenu en remplaçant notre K grade U par un phi d de grade U sur chacun des diamants. Donc on obtient un schéma qui est non linéaire, et donc ce schéma-là, on l'a beaucoup étudié. J'ai dû mettre la référence un peu plus loin, et pour ce schéma-là, on est capable d'obtenir des estimations d'erreurs qui sont des estimations d'erreurs auxquelles on s'attend pour un tel opérateur elliptique, donc des schémas en taille du maillage en puissance h à la puissance 1 sur p-1, et puis on a aussi des résultats de convergence du maillage avec une convergence forte dans LP de la suite U tau n, une convergence forte dans LP des gradients et une convergence forte de phi de U tau n. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller regarder l'article que l'on a fait avec Franck Boyer et Boris Andreyanov, dont la référence est un peu plus loin dans les slides. Okay. Donc, j'aimerais arriver à vous montrer comment on peut faire des algorithmes de Schwartz discrets à l'aide de ce schéma DDFV, et donc du coup on va parler d'autres types de conditions aux limites que du Dirichlet homogène. Alors juste un mot pour dire que passer du Dirichlet homogène au Dirichlet non homogène, c'est comme le même passage qu'en VF4, c'est pas très compliqué. La seule chose que l'on va faire, c'est qu'on va prescrire sur le bord de notre domaine la valeur de la solution exacte. Donc les U
L vont être égales à la solution exacte prise au centre de la maille L, et pareil pour les mailles duales. La seule chose que ça change pas la matrice du système linéaire, ça rajoute juste un second membre qui permet de tenir compte de ces valeurs qui est là. Mais l'écriture du schéma, elle est vraiment identique. Je vous l'ai écrit avec des inconnus potentiels sur le bord qu'on avait pris égal à 0 dans l'étude, mais qu'on peut, pour lequel on peut prescrire des valeurs. Donc pas de grosse différence, en tout cas si on prend une stratégie de conditions de Dirichlet forte. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comme on a en tête de construire un algorithme de Schwartz pour des domaines sans recouvrement. Donc on a envie de prescrire des conditions en limite de type Robin sur une partie de notre domaine. Donc la partie de mon domaine sur lequel je veux prescrire ma condition de Robin, c'est celle que j'ai mis en rose là. C'est le bord que je vais appeler gamma. Donc sur le bord rouge, je vais imposer des conditions de Dirichlet homogènes, et puis sur le bord rose, je vais imposer des conditions de Robin. Donc qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais être capable de prendre en compte ces conditions de Robin, et surtout avec en tête le fait d'utiliser un algorithme de Schwartz derrière, donc de transmettre ces conditions de Robin d'un côté d'un sous-domaine à un autre sous-domaine. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des inconnues discrètes, plusieurs types d'inconnues discrètes. Ce qu'on avait vu pour le schéma VF4, donc c'est qu'on avait eu besoin d'une inconnue supplémentaire sur chacune des arêtes du bord gamma. Donc ça ne change pas. On va rajouter une inconnue discrète par arête de gamma. On va aussi introduire une inconnue discrète sur chacune des sommets du hall de notre domaine, mais on va rajouter une inconnue supplémentaire qui va être une inconnue que je vais appeler une inconnue de flux, et je vais l'appeler phi A. Donc à chaque sommet de gamma, j'ai deux inconnues en plus, le UA et l'inconnu de flux phi A. Donc si j'ai des inconnues en plus, il ne faut pas oublier que je vais avoir besoin d'une équation par type d'inconnu. Donc regardons ce qui se passe pour les mailles primales. Pour les mailles primales, je vais simplement intégrer mon équation sur chacune des mailles, et je vais utiliser ma divergence et mon gradient discret. Donc pour toutes les mailles qui en fait sont des mailles intérieures, je vais écrire moins divergence K de K grade U égale à FK. Pour les mailles primales du bord Dirichlet, je prescris UK égale à 0. Maintenant, pour les mailles du hall. Jusqu'à présent, je vous ai intégré l'équation uniquement sur les mailles du hall intérieures. Donc les mailles du hall ici qui sont hachurées en bleu. Sur ces équations-là, on écrivait que moins divergence A de K grade U égale à FA. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est que je ne vais pas prescrire la solution associée aux mailles duales du bord, qui sont les mailles en vert, hachurées en vert ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi intégrer l'équation sur cette maille hachurée en vert. Sur les nœuds rouges, ici, je prescris en dur, c'est la condition de Dirichlet. Alors, regardons ce qui se passe pour ces mailles hachurées en vert. J'ai dit que j'intégrais l'équation. Si j'intègre l'équation, en fait, vous voyez que je vais avoir deux types de diamants qui vont intervenir, qui correspondent à cette arête-là et cette arête-là. Et puis j'ai une arête un peu particulière qui est l'arête qui correspond au bord gamma. Donc si je regarde ce que j'obtiens, je vais intégrer sur tous les diamants qui intersectent A, et je vais récupérer le K gradu scalaire N à sigma. Ça, c'est ce que j'obtiens de façon classique sur les arêtes qui sont à l'intérieur. Sur l'arête qui est sur gamma, ce que je vais dire, c'est que le flux approché, je l'appelle phi A.
Donc phi A, ça va être une approximation de ce flux. Bon, et ça, du coup, j'intègre, donc ça me donne, ça doit être égal à AFA. Donc cette équation-là, moi, je la vois comme une équation associée à mon inconnu UA. Donc maintenant, j'ai deux autres types d'inconnus. J'ai rajouté mes inconnus phi A et j'ai rajouté mes inconnus UL. Ce qui va me servir d'équation pour ces inconnus-là, c'est l'intégration de mes conditions de Robin sur chacune de ces arêtes. Donc je vais imposer ma condition de Robin sur mon arête associée à mon nœud XA qui est là, et je vais écrire que phi A plus la mesure de cette arête fois PUA doit être égale à mesure de cette arête fois ce que je me donne G au point XA. D'accord ? Pour les mailles primales, je fais la même chose, sauf que j'utilise l'expression de mon gradient sur le diamant qui est là. Donc j'utilise K gradu scalaire n plus P mesure de l'arête U égale mesure de l'arête fois G sur cette arête-là. Donc voilà mon système. Mon système un peu compliqué, on peut le réécrire. Et je vais vous le réécrire de façon compacte. J'ai appelé L de taux la solution ou l'expression de tout ce schéma-là. Ça nous permettra d'écrire plus facilement notre algorithme de Schwartz. Ce que l'on peut montrer, c'est que ce schéma admet une et une seule solution. Et pour ça, je vous propose de regarder comment marche la démonstration et d'étendre en fait les techniques qu'on a vues pour Dirichlet homogène à ces conditions un peu plus compliquées. Donc, pour démontrer que le schéma est bien posé, la première chose à faire, c'est de se dire je fais la différence entre deux solutions et par linéarité, je vois que la différence va être solution avec Fk égale à 0, Fa égale à 0, Fa égale à 0, les GL égale à 0 et les GA égale à 0. Donc autrement dit, il suffit que je montre que si F taux et G taux sont égales à 0, alors U taux et phi taux sont nuls. Donc ça, c'est la première remarque à faire. Une fois qu'on a remarqué ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des estimations d'énergie. Donc des estimations d'énergie, c'est je multiplie chacune des équations par l'inconnue correspondante. En tout cas, je multiplie les équations de type moins divergence K grade ou moins divergence A K grade est égal par l'inconnue correspondante et je somme. Quand je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens deux types de termes. J'obtiens le terme qu'on obtient classiquement, qui est notre, en gros, intégrale de K gradu U. Et puis, j'ai les termes de bord qui correspondent aux termes qui viennent de l'interface gamma. Et dans ces termes-là, j'ai les termes qui correspondent aux arêtes L et les termes qui correspondent à la présence de nos flux phi-A qu'on ne peut pas regrouper comme ça. Il doit manquer un... Non, c'est bon. OK. Donc une fois que j'ai ça, je vais utiliser ma condition de Robin. J'utilise ma condition de Robin et je m'aperçois que en fait, donc il manque un UA ici. En utilisant ma condition de Robin, je m'aperçois qu'en fait, j'obtiens la somme de trois termes et la somme de trois termes qui sont positifs. Donc ça signifie que chacun des trois termes est égal à 0. Donc ça va me donner le fait que mon grade U va être nul. Ça va me donner le fait que mon UL est égal à 0 et que mon UA est égal à 0. Une fois que j'ai ça, j'ai simplement montré que U taux va être égal à 0. Mais en fait, je peux réutiliser ma condition de Robin, qui est ici, pour voir que du coup, le phi-A est égal à 0. Donc en fait, j'ai montré le caractère bien posé de mon schéma. Alors juste une petite remarque. Ici, comme j'ai des inconnus supplémentaires, l'expression de la norme H1 discrète, elle est légèrement différente de celle que je vous ai proposée tout à l'heure.
Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on écrit. Mais c'est toujours cette somme de mesures de diamant, gradient discret, produit scalaire avec gradient discret. Ça vous donne le carré de votre norme H1 discrète. Okay. Donc notre schéma, il est bien posé. Donc si notre schéma il est bien posé, on peut s'amuser à construire à partir de là un algorithme de Schwartz discret. Donc construire un algorithme de Schwartz discret, c'est de se donner une famille de flux pour chacun des deux sous-domaines. Donc une famille G0 taux 1 et une famille G0 taux 2. À partir de ces flux-là, je peux construire une solution pour chacun des sous-domaines de mon schéma avec cette donnée G0 taux 1, G0 taux 2. Donc ça va me donner une solution à l'étape n égale à l'étape n plus 1 avec n égale à 0. Et donc de proche en proche, je vais être capable de construire des schémas. Et la seule chose que j'ai à vous expliquer, c'est comment on construit par récurrence ces flux Gn plus 1. Ben, les flux Gn plus 1, on va récupérer ce qui se passe sur le maillage d'à côté à l'étape précédente. Donc par exemple, pour une maille duale A, ce que je vais appeler le GIAN plus 1, ça va être 1 sur la mesure de l'arête, le phi IAN plus 1, plus P UIAN plus 1. Et donc cette donnée-là, je vais le passer à l'étape suivante, donc à l'étape n plus 1, en données pour le domaine J. Alors ce que l'on peut montrer, c'est que cet algorithme converge et la démonstration de la convergence de cet algorithme de Schwartz, elle est très très proche de la démonstration que l'on a fait pour l'algorithme de Schwartz pour le schéma des DLV. Rapidement, on va montrer comment ça se passe. La première étape, et c'est souvent une étape un peu délicate quand on veut démontrer avec ce type de méthode la convergence de nos algorithmes de Schwartz. La première étape consiste à montrer que le schéma volume fini sur le gros domaine peut s'écrire comme la limite du schéma itératif. Une fois qu'on a été capable de montrer que le schéma sur le gros domaine s'écrit comme la limite, la démonstration de la convergence consiste simplement à démontrer que quand la source est égale à 0, la solution de l'algorithme converge vers 0. C'est ce qu'on avait fait pour la démonstration pour le Schwartz pour le VF4. Donc, première étape, on écrit le schéma des DFV sur le gros domaine comme une limite du Schwartz et on fait la différence avec la solution de l'algorithme de Schwartz. Donc en fait, l'erreur entre les deux va résoudre un problème de Schwartz, va être solution d'un algorithme de Schwartz, mais la seule différence, c'est que la source ici est devenue égale à 0. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire des estimations d'énergie. Ces estimations d'énergie, je les fais sur chacun des sous-domaines et à chaque étape de l'itération. Donc là, vous avez l'étape n plus 1 et ce qui se passe sur le sous-domaine numéro I. Donc j'ai multiplié les équations associées à cette étape n plus 1 sur le domaine oméga i par la solution un plus 1 taux indici, ici c'est un i. Okay. Et donc j'ai ces estimations. Ici, j'ai le terme en noir qui va me donner des informations sur le gradient. Et puis, j'ai ces termes-là que je vais traiter grâce aux informations que j'ai sur les conditions de transmission. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on avait utilisé comme astuce pour le schéma VF4, on avait utilisé une astuce qui disait juste que quand on avait un produit A fois B, ben ce produit A fois B, c'était un quart de, ici je l'ai écrit avec un moins AB, c'est un quart de A moins B carré moins A plus B carré.
Et donc chacun de ces deux termes, le terme en vert et le terme en rose, je vais le réécrire en utilisant cette astuce-là. Donc ici, vous avez l'expression pour les termes en vert. Donc j'ai réécrit ça comme 1/4. Et puis j'ai fait apparaître ici, quelque part, la condition que je transmets, ma condition de Robin que je transmets. Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que, donc c'est la différence de deux termes, mais il y a un des deux termes qui est rien d'autre que la condition sur le domaine d'à côté. Donc en fait, ici, je vais relier ce terme-là, grâce à ma condition de transmission, à ce qui se passe à l'étape n, mais dans le domaine voisin. Et du coup, je fais la même chose pour mes flux phi A. Et ce que je vois, c'est que quand je vais sommer maintenant sur les deux sous-domaines et que je vais sommer sur toutes mes itérations, ben j'ai tout un tas de termes qui vont se simplifier. Et les seuls termes qui vont résister, c'est les termes en vert et en rose pour les deux sous-domaines, mais pour l'itération, pour la dernière itération, et les termes en vert et en rose pour la première itération. Et en plus, ces termes-là, ils ont des bons signes, c'est-à-dire que ce que je connais, qui est ce qui se passe à l'étape initiale, c'est dans le terme de droite, et ce que je ne contrôle pas, c'est dans le terme de gauche. Mais du coup, vous voyez que comme ces deux termes-là sont positifs, ça me dit que ma grosse norme H1 discrète au carré, elle est contrôlée par ce qui se passe à l'étape initiale. En fait, ici, c'est vrai quel que soit le nombre d'itérations que je fais. Donc en fait, cette série-là converge. Mais si cette série-là converge, c'est que le terme général tend vers 0 et c'est ça qui me donne la convergence de E tau vers 0. Donc voilà, en accéléré, bien accéléré, la démonstration de l'algorithme de Schwartz pour des conditions de type Robin. Alors en fait, on peut aller plus loin, on peut transmettre des conditions de type meilleur, de type d'ordre plus élevé. C'est ce qu'on appelle des conditions de Wenzel. Au lieu d'avoir k grade u scalaire n plus pu égale à quelque chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transmettre k grade u plus un opérateur lambda qui va être un opérateur de degré 2. Et en fait, on est capable à nouveau de mettre en place ce type de stratégie et on est capable d'adapter la démonstration de la convergence à ce cadre plus complexe qui est le cadre de conditions de Wenzel. Et c'est des choses qui nous continuent à nous intéresser avec Martin, Laurence Alpern et Stella Krell. Alors j'ai quasiment fini. Ces derniers slides ont pour objectif de vous montrer que les méthodes des DFV ne sont pas restreintes à des problèmes elliptiques, qu'ils soient linéaires ou non linéaires. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des extensions de ces méthodes des DFV, des extensions à des problèmes de convection de diffusion avec des résultats assez récents des Lillois, donc Clément Cancès, Claire Chenet. Il y a eu beaucoup de travaux sur les problèmes de Stokes avec Pascal Hermès et Sarah Delcourt, puis Stella Krell qui a fait sa thèse dessus. Stella a ensuite continué à travailler sur des extensions aux problèmes de Navier-Stokes avec Thierry Goudon et leur étudiante Giulia Lisoni. Il y a eu des extensions à des modèles de Pisman, des extensions à des problèmes de Maxwell, des extensions à des problèmes de type Canillard avec des résultats de Franck Boyer et Flore Nabé. On a aussi utilisé ça on a aussi étendu ça pour des problèmes de level 7. Donc Rémi Tesson qui a fait sa thèse à Marseille a construit une méthode de type Ueno des DFV Ueno pour approcher des équations de level 7. Et il y a aussi des résultats de l'équipe de Bratislava autour d'Angela Andikova sur l'approximation des problèmes level 7. L'autre point que je voulais mentionner, c'est que je vous ai déjà parlé du benchmark 2D, mais en fait, il y a eu des extensions, il y a eu des extensions 3D de cette méthode des DFV.
Il y a eu plusieurs types d'extensions d'ailleurs de ces méthodes DDAV et si vous voulez voir l'efficacité de ces méthodes-là, je vous invite à aller regarder les papiers sur le benchmark 3D. Et il y a eu aussi plus récemment en 2017 un benchmark sur les méthodes de Navier-Stokes pour Navier-Stokes sur lequel vous pouvez aussi voir les performances de DDAV. Et puis toutes ces extensions en fait sont motivées par plein d'applications. Les applications qui moi m'intéressent sont des applications essentiellement en biologie ou en cancérologie, mais en fait il y a d'autres champs d'application même en biologie, donc des problèmes liés à de l'imagerie, à des détections de contours ou à des détections de contours. Et donc nous on a utilisé ça pour des problèmes de migration cellulaire. Et Stella est en train de faire commencer une thèse en neurosciences dans lequel ils auront besoin des méthodes des DAV. Il y a aussi pas mal d'applications dans le développement de semi-conducteurs avec le groupe autour des Lillois. Et il y a eu aussi des applications intéressantes qui ont été pilotées par Martin Gander autour de problèmes liés à la météorologie. Donc une thèse faite par Sandy Moody sur les extensions et les problématiques supplémentaires générées par le fait que la météo, vous le regardez sur un domaine dans lequel la surface est contrainte par, en Suisse, la présence des montagnes. Et donc le domaine sur lequel vous allez regarder les choses et le domaine que vous allez discrétiser sont des domaines qui sont forcément non convexes. Et donc ils ont obtenu des jolis résultats là-dessus. Alors cette liste est loin d'être exhaustive et on espère pouvoir en 2022 organiser un petit workshop qui regroupera toute la communauté des DFV et la communauté qui potentiellement a d'autres applications. Donc on espère regrouper tout le monde d'ici environ 2 ans. Voilà, j'en ai fini. Je vous ai listé un petit peu les différents articles qui peuvent vous intéresser si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez compléter certaines des démonstrations. Donc l'article dont je vous ai beaucoup parlé de Boris Andrianov et Franck Boyer, c'est le premier sur la liste, là. Ça, ce sont des extensions. L'article de base, le Domelevo Ovnes, il a sauté, donc je vous le rajouterai. Et donc voilà. Je vous remercie pour votre attention.